T'arrives au front, tu mets mitrailleuse lourde. Tu te mets comme ça à l'entrée, hop, tu fais un carré comme ça. Après, tu remplis les lignes comme ça. Hop. Si t'en restes, tu gribouilles. Tu cherches pas, mais non, faut pas. Silence. Sors de là! Ça sert à rien de te cacher. Je sais qui tu es. Qu'est-ce qui se passe? Je le connais. Et mieux encore, je sais ce que tu es. Atreus, sous le plancher. Allez, Tu m'as toujours interdit d'aller là-dessous. Tu sais qui c'est? je n'en sais rien. De quoi est-ce qu'il parle? Aucune idée. Rentre là-dedans. Dis-moi seulement ce que je veux savoir. Inutile de faire couler le sang. Je te voyais un peu plus grand. Mais pas de doute, c'est bien toi. Tu es bien loin de chez toi, hein? Qu'est-ce que tu veux? Oh, je suis persuadé que tu le sais déjà. Peu importe ce que tu cherches, je ne l'ai pas. Passe ton chemin. Et moi qui croyais que ceux de ton espèce étaient sages, tellement meilleurs que nous, tellement plus brillants. Pourtant, tu te caches ici dans les bois comme un sale lâche. Tu es sûr de vouloir te battre? Oh. Mais c'est bien pour ça que je suis là. Pars de chez moi. J'ai bien peur que tu doives me tuer pour ça. Je t'avais prévenu. Enfin! Tu aurais dû écouter. Non, 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 non. Non, non, non. Non. D'accord. À mon tour. Ah, je suis terriblement déçu. Allez, amène-toi. Washington, D.C., avril 2013. We have a chance to improve the lives of not just millions, but billions of people on this planet through the research that's done. Le président des États-Unis, Barack Obama, dévoile un ambitieux projet de recherche financé par le gouvernement et ayant pour but de cartographier le cerveau humain. Intitulé The Brain Initiative, ce programme promet de jeter un nouvel éclairage sur la façon dont les humains apprennent, pensent, mémorisent et créent. Il y a beaucoup de choses que la science ne comprend pas sur le fonctionnement du cerveau humain. Il y a 100 milliards de neurones dans le cerveau et 100 milliards de connexions possibles. Si nous parvenons à comprendre cela, nous pourrons déchiffrer le codage neuronal, qui nous livrera de nombreuses réponses sur des maladies et la façon de les guérir. C'est réellement l'ultime frontière de l'anatomie humaine. Les fonctions du cerveau humain restent un mystère qui déconcerte l'humanité depuis des milliers d'années. Mais selon de nombreuses cultures et religions anciennes, les rouages du cerveau ne sont pas les simples rouages d'un organe humain. Alors, bonsoir à tous. Nouvelle vidéo que je fais là. Voilà, je te la fais en nocturne. Je te la fais en nocturne parce que comme ça au moins, tu vois, je suis tranquille. Parce que je sais que sur les
mon avis, sur les 2 dernières vidéos que j'ai fait, voilà, peut-être que, tu vois, voyons mes réactions que je pouvais avoir sur la caméra quand je voyais des gens passer, tout ça, parce que des fois, il y a des gens, on dirait c'est des bolos, tu vois. Donc, tu vois, je les regarde, enfin, tu vois, si tu penses que j'avais un regard apeuré, c'était pas le cas, en fait, tu vois. Mais quand les gens font n'importe quoi devant moi, moi, je trouve ça gelou, tu vois. Bon, bref. Donc là, je te fais une vidéo en nocturne. Donc là, vu l'heure qu'il est, c'est impossible qu'il y ait qui que ce soit à l'horizon, tu vois. Comme ça, je suis tranquille pour faire ma vidéo. Donc, voilà. Donc là, celle-là, ça va être un freestyle numéro 4. Hein, donc du coup, freestyle numéro 4. Mais dans le freestyle numéro 4, il y aura aussi un complément de la vidéo symbolisme et numérologie. Parce qu'en fait, dans la vidéo symbolisme et numérologie, j'ai mis des captures d'écran. Bon, il y a une capture d'écran où il y a eu un couac, j'ai envie de te dire. Donc je remettrai les captures d'écran. Mais toujours est-il, comme je t'ai dit, voilà, le truc que j'ai élaboré, on va dire entre guillemets, pour comprendre certaines choses, c'est pas forcément, enfin, voilà, c'est pas une science exacte, j'ai envie de te dire, dans la mesure où, en fait, tu sais, c'est comme un problème de mathématiques, tu vois. En fait, chaque question, la réponse à la première question, voilà, va déterminer la validité ou pas de la réponse à la deuxième question, etc., etc. C'est comment ça se passe, un problème de mathématiques. Donc là, c'est pareil. Si tes déductions sont fausses, voilà, à un moment donné du problème, bah, le reste sera faux aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc, ce que je mets dans mes vidéos là, notamment sur la symbolique et la numérologie, c'est voilà, c'est de mon point de vue. Hein. Voilà, je veux dire, je suis pas là pour te faire un truc genre pour t'amener genre des preuves scientifiques. C'est pas le propos. Mais par contre, voilà. Donc je remettrai des captures d'écran par rapport à ça. Parce que j'ai réfléchi, j'ai pensé à d'autres choses, tu vois. Donc voilà, je vais pas faire 50 000 explications par rapport à ça. Je mettrai les captures d'écran, tu verras de quoi il s'agit, tu vois. Selon l'Ancien Testament, il existe une créature géante dans les profondeurs de l'océan. Son nom est Léviathan. Selon le texte sacré des Juifs et des chrétiens, comme toutes les créatures qui marchent sur la terre, volent dans les airs et nagent dans les eaux, le Léviathan est aussi une création de Dieu. Cette créature est décrite dans le livre de Job, où Dieu lui-même décrit ce monstre colossal. La bête ressemblait à un énorme dragon marin. Les hommes seraient consumés par la peur dès qu'ils l'apercevraient. Aucun homme n'est assez courageux pour oser réveiller une telle créature, puisque l'idée de la vaincre ne serait qu'une illusion.
Dieu lui-même décrit le puissant Léviathan comme une créature colossale, porteuse d'une puissance incroyable. L'énorme monstre crée d'énormes vagues lorsqu'il se déplace. Sa bouche puissante est dotée de dents redoutables, son dos est protégé par des rangées de boucliers si rapprochés qu'aucun nerf ne peut passer entre eux. Le Léviathan a un cou puissant qui projette des éclairs de lumière. Il y a du feu dans sa bouche et de la fumée dans ses narines. Quand cette bête se lève, même les plus puissants s'enfuient terrifiés, car les épées, les lances et les flèches ne peuvent rien contre une créature qui a le torse aussi dur que la pierre la plus résistante. Rien sur terre ne peut se comparer à la puissance du Léviathan. Mais une telle créature doit son existence au désir de Dieu, puisque comme tout être humain, le Léviathan ne peut avoir sa nourriture que par la grâce de Dieu. La bête inspira le philosophe anglais Thomas Hobbes dans son œuvre Léviathan. Selon Hobbes, l'homme dans son état naturel, où il n'y a pas de loi, a tendance à déchaîner une querelle de tous contre tous. Pour éliminer cet état d'anarchie, il faut un pacte social où chacun renonce à une partie de sa souveraineté au nom d'une figure qui a un pouvoir absolu. Cette figure qui aurait autorité sur les hommes serait l'État, qui, en raison de son pouvoir sur les hommes, Hobbes le compare au gigantesque monstre biblique connu sous le nom de Léviathan. Au commencement, Dieu créa 3 créatures appelées monstres primordiaux. Ces monstres représentent chacun la terre, l'eau, le ciel, ainsi que toutes les créatures qui y vivent. Ces monstres sont Béhémoth, Léviathan et Ziz. Ce sont les seules créatures sur terre qu'Adam et Ève ne peuvent apprivoiser. Il y aura une vidéo sur chacun d'entre eux, et dans cette vidéo nous parlerons de la deuxième créature, Léviathan. Comme on l'a vu dans la vidéo sur Béhémoth, le Léviathan vient de la mythologie babylonienne. Dans l'Enuma Elish, l'épopée de la création du monde babylonien, il est dit qu'avant même que la Terre n'existe, vivaient 2 êtres primitifs du chaos. Apsu, l'océan d'eau douce primordial, notre Béhémoth mésopotamien, et Tiamat, l'océan d'eau salée, notre Léviathan mésopotamien. C'était le premier couple du monde, unis, s'entremêlant. Ils donnèrent naissance à des enfants, qui donnèrent naissance à des enfants, qui donnèrent naissance à des enfants, qui donnèrent naissance à des enfants, dont Enki, dieu des eaux douces, de la fertilité et de la connaissance. Un jour, Apsu, qui voyait la puissance de ses enfants dieux grandir un peu trop, fomenta un plan pour s'en débarrasser avec Mumu, son fils et conseiller. Tiamat était réticente, mais ne les en empêcha pas. Quelle erreur! Car Enki apprit le complot et décida de le déjouer. Il parvint à endormir Apsu, en profite pour le tuer, prenant sa place de maître des eaux douces, et enchaîne Mumu. Tiamat, de colère, créa de nombreuses créatures pour se venger. Des créatures qui lui ressemblent, des dragons avec du venin à la place du sang, aux crocs acérés et aux griffes impitoyables. Et elle met à leur tête Kingu, son fils et nouvel amant. Pendant un temps, les dieux échouèrent à vaincre Tiamat. Mais Marduk, le fils d'Enki, après avoir obtenu la puissance des autres dieux et l'assurance de gagner la place la plus haute dans la hiérarchie des dieux, partit mener bataille. Dans un premier temps, il triompha de Kingu. Puis, un combat terrible s'engagea entre la mère de tous et Marduk. Celle-ci essaya de le dévorer avec son énorme bouche, mais Marduk envoya une tempête qui l'empêchait de refermer ses mâchoires. Il attrapa le dragon dans son filet et lui ouvrit le ventre avec une flèche. Profitant que Tiamat soit ligotée, agonisante, il extermina l'armée des dragons qu'elle avait créée, puis lui fendit le crâne et découpa son corps en 2. Mais ce corps, il n'allait pas le laisser pourrir. Il allait l'utiliser pour façonner le cadre de l'univers. L'un des morceaux fut utilisé pour créer le ciel et l'autre la terre. Il perça ensuite ses yeux, créant les sources de l'Euphrate et du Tigre, et plaça sa queue dans le ciel pour former la Voie lactée. C'est également de son sang, assimilé à l'argile, que les humains, comme les dieux avant eux, ont été créés. À partir de là, la légende se transforme dans d'autres religions, dans lesquelles on retrouve de nombreuses similitudes. Chez les Babyloniens, on a donc Tiamat, grand serpent ou dragon, déesse du chaos primordial, tuée par Marduk qui a utilisé une tempête.
Chez les Égyptiens, on a Apophis, serpent géant et personnification du chaos, tué chaque matin par Ra, la divinité du soleil. Chez les Hittites, on a le serpent Iyuyonka, tué par Tahu, le dieu de l'orage. Chez les Grecs, on a le titan Typhon, gigantesque dragon, divinité primordiale, tué par Zeus, le dieu de la foudre. Chez les Phéniciens, on a Yam, divinité de la mer et du chaos, qui a pour serviteur un serpent géant du nom de Lotham, tué par Baal, le dieu de l'orage. Chez les Nordiques, on retrouve Jormungand, également un serpent géant, fils de Loki et frère du loup Fenrir qui va déclencher le Ragnarok, bataille durant laquelle Jormungand déclenchera de violents raz-de-marée. Il sera ensuite tué par Thor, dieu de la foudre. Et pour finir, on arrive à la mythologie biblique avec notre cher Léviathan. Dans la Genèse, chapitre 1, verset 21, Dieu créa, le 5e jour, les grands animaux des eaux. Et nombreux théologiens supposent que ce sont Béhémoth et Léviathan, bien que Béhémoth ait ensuite été déplacé dans une région déserte. Certains rabbins, au XIe siècle, nous disent que Dieu avait créé un Léviathan femelle et un mâle, mais qu'il a ensuite tué la femelle pour que ces créatures ne se reproduisent pas, car elles étaient bien trop destructrices. On retrouve la même chose pour le Béhémoth, où la femelle a été tuée car les créatures étaient bien trop voraces. Dieu aurait d'ailleurs créé, avec la peau et les écailles brillantes de la femelle Léviathan, les premières tenues d'Adam et Ève, les habits de lumière. Le Léviathan est cité 5 fois dans l'Ancien Testament. Il est présent 2 fois dans le livre de Job. Dans le chapitre 3, Job hurle ses grands morts car Satan lui a filé un ulcère. Pas cool mon ref. Et maudit un peu tout le monde, dont ceux qui sont prêts à réveiller le Léviathan. Il y a également une grande description de Léviathan juste après celle de Béhémoth, dans le chapitre 40 puis 41. Il a des écailles tellement dures qu'aucune lame ne peut les percer. Ses dents sont entourées de terreur, des flammes sortent de sa bouche, de la fumée de ses narines, et il fait bouillir le fond de la mer. Il est le roi des plus fiers des animaux, craint de tous, mais lui ne craint personne. Ah ouais, alors que Béhémoth c'est juste un hippopotame, ici Léviathan ça a l'air d'être carrément un putain de dragon. Quoique beaucoup de théologiens disent que c'est simplement un crocodile ou même une baleine, beaucoup moins stylé. On le retrouve dans Psaume 74, verset 24. Il est dit que Dieu a écrasé les têtes du Léviathan et donné sa viande en pâture au peuple. Référence au combat à la fin des temps entre Béhémoth et Léviathan, et possiblement Ziz, et dont leur cadavre servira d'abri et de nourriture aux justes. En effet, dans la mythologie juive, 3 immenses créatures ont été créées, les monstres primordiaux. Béhémoth, Léviathan et Ziz, chacun régnant respectivement sur la terre, l'eau et le ciel. Et lorsque le jour du jugement arrivera, ces 3 créatures s'affronteront. Je dis les 3, mais on entend surtout parler d'un combat entre 2 de ces créatures, Béhémoth et Léviathan. Ziz est assez peu connu. Béhémoth et Léviathan s'affronteront donc, leur peau sera ensuite utilisée comme abri et leur viande sera servie au banquet des justes. Et s'ils ne veulent pas s'affronter, eh ben Dieu les tuera tout simplement. Et c'est visiblement ce qu'il se passe d'après ce passage. Ou alors Léviathan a gagné son combat contre Béhémoth et Dieu l'a tué après. C'est quand même vraiment pas ouf. On retrouve un peu la même chose dans Isaïe chapitre 21 verset 1, où Dieu tuera de son épée le serpent de mer. Dans Psaume 104 verset 26, on parle de Léviathan qui a été créé pour que Dieu s'amuse avec. Car Dieu est cruel mais pas trop, avant de l'envoyer à l'abattage, il va s'amuser un peu avec. Mais c'est horrible, il a pas de cœur. C'est comme si t'achetais un chat, tu joues des années avec et après tu le tues pour le manger. C'est horrible. Dans le livre de Jonas, Jonas fuya la colère de Dieu à travers la mer vers la ville de Tarsis. En chemin, Dieu envoya une tempête et l'équipage du navire découvrit que Jonas en était la cause. Ils le jetèrent par-dessus bord et Jonas fut avalé par le Léviathan. Pendant 3 jours, il est emprisonné dans le ventre de la bête. Puis, Dieu oblige le Léviathan à le vomir sur une plage. Dans le livre d'Enoch, chapitre 60, versets 7 et 8, il est dit que lors du jugement dernier, 2 monstres seront séparés. Un monstre femelle du nom de Léviathan, pour qu'il habite l'abîme des mers, et un monstre mâle du nom de Béhémoth, pour qu'il occupe avec sa poitrine l'immense désert du nom de Dundain, ou Dundin, à l'est du jardin d'Éden, où habitent les justes et les élus. L'Apocalypse d'Esdra, chapitre 60, versets 49 à 52, nous dit que 2 créatures, Béhémoth et Léviathan, vivaient tous 2 dans la 7e partie, où toutes les eaux avaient été rassemblées. Sauf qu'elles ne pouvaient contenir les 2 créatures tellement qu'elles étaient immenses. Alors Béhémoth fut envoyé dans la partie qui fut desséchée au 3e jour, là où il y a 1000 montagnes, donc la terre, tandis que Léviathan resta dans la 7e partie, la partie aqueuse. Dieu les garde pour qu'elles soient mangées par qui il veut et quand il veut.
Les chrétiens l'assimilent à la bête de l'Apocalypse, dont la bouche servirait de porte à l'enfer qui engloutirait l'âme des impies. En revanche, il est complètement absent des religions musulmanes. On termine sur la démonologie et il y a encore beaucoup de choses à dire. Avant d'être la grosse bébête que nous avons vue précédemment, Léviathan aurait en fait été un ange de l'ordre des séraphins, qui serait devenu ce grand serpent après la rébellion de Lucifer. En enfer, d'après la hiérarchie de Janvire, il est un membre du ministère, grand amiral, gouverneur des contrées maritimes de l'Empire infernal et chevalier de l'ordre de la mouche. Il préside aux déplacements, aux voyages et aux déménagements. C'est également le démon du péché de l'envie d'après saint Thomas d'Aquin, qui pousse à envier et jalouser son voisin. Léviathan serait un grand menteur qui apprend à mentir comme lui, à tromper et à s'imposer en société. Il connaît également 70 langues qu'il peut enseigner. Lorsqu'il prend possession d'une personne, il s'accroche fermement et il est difficile à exorciser. La sœur Jeanne des Anges, lors des possessions de Loudun, en a fait les frais, car il résidait dans son front lors de sa possession. Dans la hiérarchie d'Abramelin le Mage, il est l'un des 4 princes de l'enfer, aux côtés de Satan, Lucifer et Bélial. C'est un grand seigneur des mers qui gouverne les régions de l'Ouest, le démon de l'initiation et de l'immortalité, d'où sortiront le dragon et la grande prostituée lors du jugement dernier. Certains rabbins disent que Léviathan est un démon androgyne, qui, sous sa forme masculine qui serait celle de Samaël, il aurait séduit Ève, et sous sa forme féminine, qui serait celle de Lilith, il aurait copulé avec Adam, créant de nombreux démons. Un sacré morceau ce Léviathan, je pense vous avoir tout dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Demain on finit avec le 3e des monstres primordiaux, Ziz. Salut à tous, dans cet épisode hors série, nous allons attaquer un gros dossier qui est celui de la coudée royale égyptienne, ainsi que des supposés rapports avec le maître et les nombres irrationnels. Nous allons donc voir s'il s'agit de hasard ou pas, et par là même, on va aussi s'intéresser à la grande pyramide et à l'étalon de mesure qui a servi lors de sa construction. Pour ce faire, j'ai utilisé des études issues de l'égyptologie, ainsi que des articles en métrologie historique. Alexis Sédou va de nouveau participer, et il y aura comme d'habitude la plupart des sources dont j'ai eu besoin en description. Mais avant de commencer, je sais que le sujet est très controversé et peut agacer certaines personnes. Alors je vous demanderai un peu d'indulgence dans la partie commentaires, car je ne fais que mettre en image des informations sur le sujet. Bon allez, on ne perd pas de temps, c'est parti. La coudée royale égyptienne est le nom que nous lui avons donné, mais en ancien égyptien on prononce mé. C'est un instrument de mesure utilisé par les prêtres architectes dans l'élaboration des temples et autres pyramides, mais elle sert aussi pour mesurer la hauteur d'une crue du Nil. À ce sujet, le fleuve était au centre de la civilisation égyptienne. En effet, la crue annuelle était essentielle pour l'irrigation des terres. Pour mesurer la montée des eaux, les Égyptiens construisent des nilomètres. La mesure utilisée pour chiffrer la hauteur de l'eau serait la coudée royale. L'eau entrait par en bas et montait au fur et à mesure de l'inondation. Comme on peut le voir sur le nilomètre d'Éléphantine, tous ces traits servaient à mesurer la hauteur de la crue. Quand l'eau monte à mi-hauteur du nilomètre, les Égyptiens savaient que la récolte serait bonne. Bon, revenons à ce qui nous intéresse. Les coudées dites votives ou cérémonielles, pour la plupart fragmentaires et incomplètes, sont une documentation technique exceptionnelle et riche au regard de leurs dimensions. S'il est désormais assuré qu'elles sont pour la plupart de nature religieuse, les informations relatives à des mesures de temps et d'espace qu'elles rassemblent révèlent clairement un double emploi. Les plus anciens exemplaires de coudées votives retrouvés en Égypte remontent au Nouvel Empire. Outre leur symbolisme, celles-ci se distinguent des coudées utilitaires par une quantité de textes et d'informations qui peuvent paraître superflus sur un instrument de mesure, mais aussi par leurs matériaux coûteux, pierre ou métal, le bois étant plus rarement utilisé. Mais au fait, depuis quand les anciens Égyptiens utilisaient-ils la coudée ? Eh bien, il semblerait que cela remonte à la première dynastie avec Neitotep, en rapport peut-être avec les dimensions de sa chambre funéraire de 14 coudées sur 12. La valeur estimée serait alors comprise entre 52,4 et 52,6 cm. Même si en métrologie, on ne se base pas sur le bâti pour établir un étalon. Mais cela reste tout de même un faisceau d'indices intéressant.
Mais il est aussi possible que cela soit encore plus ancien. En effet, à partir du moment où le besoin de déterminer une longueur de façon égale était nécessaire, comme pour l'élaboration des mastabas et sarcophages, mais aussi pour le partage des zones de culture. On a d'ailleurs la sedja, ou arour en grec, qui est une mesure de superficie, dont l'unité équivaut à un carré de 100 coudées royales de côté. Un autre exemple d'une utilisation de la coudée beaucoup plus probant apparaît sur un ostracone en calcaire datant de la 3e dynastie, retrouvé à la nécropole de Saqqara, proche de la pyramide de Djoser. Les nombres écrits sur l'objet indiquent que ce croquis a probablement servi de guide à la construction d'une voûte. Je ne vais pas plus rentrer dans les détails, mais les inscriptions signifient en partant du haut, une coudée avec 3 barres représente donc 3 coudées. En dessous, une palme avec 3 barres représente donc 3 palmes. Et enfin 2 doigts, ce qui nous donne 3 coudées, 3 palmes et 2 doigts, et ainsi de suite. On obtient donc une courbe par abscisse ordonnée en 2700 avant notre ère. On voit donc bien ici l'utilisation de la coudée et de ses subdivisions comme instrument de mesure. Bref, la coudée royale égyptienne, appelée parfois à tort grande coudée, a une valeur comprise entre 52 et 53 cm. Elle est divisée en 7 palmes, ou pommes, de 4 doigts chacune, soit 28 doigts en tout. Donc par déduction, la palme vaudrait 28 septièmes. Elle est à distinguer de la petite coudée, ou coudée dite naturelle, qui mesure seulement 45 cm environ, et divisée en 6 palmes ou 24 doigts. En effet, il faut savoir que la longueur de la coudée dépend de son époque. Il existe 2 systèmes de mesure avant et après la réforme métrologique de la 26e dynastie, aux alentours de 600 avant Jésus. Car avant cette date, la coudée vaut 7 palmes ou 28 doigts, alors qu'après, elle passe à 6 palmes ou 24 doigts. On parle alors de la coudée royale réformée. Mais toujours est-il que la longueur effective de cette dernière ne change pas significativement entre ces 2 périodes. L'Égypte n'a donc pas connu une, mais plusieurs valeurs de la coudée, en fonction du lieu, de l'époque et même de l'architecte, ou bien encore du bâtiment construit.
Ces figures-là, que vous aviez prises pour des mots que vous êtes forcé de traduire, étaient en fait... Excusez-moi, étaient en fait des constellations. Et ces constellations sont disposées dans un ordre précis, de manière à former une espèce de carte ou une adresse. 7 points déterminant une trajectoire et une destination. Et... oui, pour déterminer une destination dans un espace tridimensionnel, il nous faut 6 points. Pour déterminer un lieu précis. Vous avez dit 7 points. Oui, non, 6 pour la destination, mais pour la trajectoire, il nous faut un point d'origine. Oui, sauf que... il n'y a que 6 symboles sur le cartouche. Oui, c'est parce qu'en réalité, le 7e est en dessous du cartouche. Il est formé d'une petite pyramide flanquée... Ah ouais. De deux drôles de petits personnages et une ligne bizarre. Une espèce d'antenne. Enfin voilà. General West, Jackson has identified the 7th symbol. Go ahead. Programming 7th symbol into computer. Chevron 1 is holding. Chevron 1 is locked in place. Power output at 23%. Chevron 2 is holding. Engage. Chevron 2 is locked in place. At 35%. All right, we've got a condition granted at the gate. Evacuate all personnel. Sons of the cover stones? Yes. My father found it 1928, made out of a mineral, unlike any found on Earth. Chevron 5 locked in place. 79%. Chevron 6 is holding. Chevron 6 is locked in place. This is as far as we have ever been able to get. Dans la mythologie égyptienne, Apophis ou Apep est le serpent géant sorti de l'abîme au tout début de la création du monde. Mais selon l'ancienne mythologie égyptienne, il existait bien avant la création du monde en tant que tel. Il représente les forces destructrices du chaos et est l'ennemi éternel du dieu du soleil, Ré. Sinon, donc là, freestyle numéro 4, pour te dire aussi que, en fait, visiblement, à mon avis, c'est, en fait, je dirais qu'actuellement, là, ils m'ont mis en mode le supplice de Tantale. Et je te mettrai un extrait pour ça. Parce que... Après, il faut savoir que quand j'ai pas cette formation, c'était une formation qui était qualifiante ou diplômante, si tu veux. C'est-à-dire, c'était l'équivalent d'une VAE, et donc qui était censé me faire obtenir un bac plus 2. Ou voire bac plus 3, tu vois. À l'issue de la formation, il y avait un examen
à passer. Je vais passer l'examen, je passe l'examen, et quand je passe l'examen, voilà, l'examen, je le réussis en vérité. Tu vois ce que je veux dire? L'examen, je le réussis. Et le mec, il me demande quoi? Il me dit, ah mais vous avez pas tel papier? Genre, il y avait un formulaire à remplir, tu vois. Un formulaire qui était un formulaire de sortie de stage, tu vois. Genre, parce que c'était une formation à l'issue de laquelle tu devais faire un stage en entreprise. Mais c'était pas obligé. Si tu avais de l'expérience professionnelle, tu n'étais pas obligé de faire le stage. Donc moi, comme j'avais de l'expérience professionnelle, j'ai pas fait le stage. Et du coup, j'ai fait comment dirais-je, la préparation d'examen, je l'ai faite. Tu vois, j'ai préparé un truc bien, je l'ai présenté, le mec m'a posé des questions, j'ai répondu à toutes les questions correctement, etc. Du coup, le mec, il me dit, ah, vous avez pas rempli ce papier-là? Je lui dis, non, je l'ai pas rempli. Je lui dis, je sais même pas d'où il vient ce papier-là, que vous me montrez là. Il me dit, si, normalement, vous l'avez reçu par mail. Je lui dis, mais non, je l'ai pas reçu par mail. Je lui dis, mais il s'appelait comment ce document et qui me l'a envoyé? Parce que normalement, il y a une ou deux secrétaires de votre société là, qui m'ont envoyé des mails. Donc, comment il s'appelle le document là? Donc, je te le dis, hein, c'est une barbouzerie ça. Il m'envoie pas le document, je réussis l'examen. Mais comme il me dit que j'ai pas le document, ils peuvent pas valider la certification de l'examen. Tu comprends? Et donc, tout ça pour rien, quoi. J'ai fait une formation pour rien, j'ai passé l'examen pour rien, même si je l'ai réussi, ils me le donnent pas. C'est qu'est née l'expression « subir un supplice de Tantale » qui signifie être tout près d'obtenir quelque chose et finalement en être empêché et ne pas pouvoir l'atteindre. C'est cette frustration qu'on obtient lorsqu'on voit ses désirs toujours sur le point d'être réalisés, mais dont les espoirs sont à chaque fois anéantis. Et en fait, ouais, c'est ça. Quand je te disais que quand voilà, t'as voilà les gens à tes trousses, voilà, hein, que ce soit des clouds ou voilà les autorités ou je sais pas qui. En fait, ils envoient ta vie dans l'horizon des événements de la société. Et là, c'est ça, quoi. Tu vois? C'est un fleuve plein d'épouvante qui respire la mort. Il coule vers les abîmes. Son eau est noire. Jamais le soleil ne l'éclaire de ses rayons. Le Styx. Tel est le nom de ce fleuve maudit. Il traverse des magmas de roches et de métaux en fusion. Lentement, il converge au centre du monde souterrain, vers un vaste marais. Et soudain, surgit des limbes une barque délabrée. Debout, un homme observe les ombres. C'est un vieillard. Il est laid, barbu, couvert de haillons. Son nom, Charon. Sa fonction, permettre aux ombres de franchir le Styx. Mais Charon pose une condition à chacune de ces ombres. Elles doivent s'acquitter de leur passage par une obole. Elle sert à payer l'odieux Charon. Ceux qui ne peuvent pas payer sont voués à attendre éternellement sur la rive. Charon invite un groupe à s'avancer. Il vérifie que le compte y est. Il installe les ombres dans sa barque et leur ordonne de ramer. Lui se contente de tenir la barre. L'embarcation fend lentement les eaux marécageuses. Des bruits lugubres traversent la pénombre. On entend le fracas des chaînes et des plaintes et des sanglots. Hadès édicte ses lois au peuple des ombres. Des lois aussi simples qu'implacables. Une fois les ombres jugées, elles sont dirigées vers l'une des 3 routes qui serpentent à travers les souterrains. La première mène au champ d'Asphodèle, là où réside la grande majorité des âmes imparfaites, ni bonnes ni mauvaises, pas le reflet des vivants.
La deuxième route descend jusqu'au Tartare, le lieu le plus profond du gouffre souterrain. C'est là que se trouvent les pires criminels, les titans et les géants, les hécatonchires, tous ceux, mortels ou dieux, qui osèrent défier Zeus. Oui, dans le rayon symbolisme, t'as vu qu'il n'y a pas longtemps, là, on t'a expliqué que il y allait avoir une carte d'identité numérique. Tu vois, la carte d'identité numérique, je te dirais qu'elle est dans la continuité du pass sanitaire, en fait, tu vois. En fait, le pass sanitaire, c'était la version bêta. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, collègues. Vous nous demandez aujourd'hui les pleins pouvoirs pour prolonger le pass sanitaire. Avec l'éternelle justification des autoritaires, c'est pour votre bien. Vous nous demandez aujourd'hui d'accepter un régime d'exception pendant 8 mois et demi, sans aucune décision démocratique du Parlement, avec pour vous seul le pouvoir exorbitant d'activer ou de désactiver le pass sanitaire à votre guise. Ainsi, vous voulez créer un pass sanitaire éternel. Là, tu vois, avec la carte d'identité numérique, je te mettrai une capture d'écran, tu verras de quoi je parle. En fait, voilà, c'est pour qu'on sache où tu vas. À tout instant, où est-ce que t'es, tu vois. Got him. He's in London. Yeah. Wait, we've got a second match in Hong Kong. Beijing and Seoul. In Tokyo. It's working. Better asshole. No one respects you. Cover. Get away from Monsieur Smith. Y a personne. Lorsqu'on voit qu'en France, on est en train de faire entrer dans le code pénal tous les éléments de l'état d'urgence, on est en train d'écarter complètement le juge judiciaire du fonctionnement du contrôle de l'état de droit, à tel point qu'aujourd'hui, les plus hautes autorités judiciaires du pays, les syndicats de policiers eux-mêmes s'inquiètent de cette dérive. Ça serait bien qu'on s'intéresse à tout le monde. Martin Schulz, que j'ai interviewé la semaine dernière, qui est le président du Parlement européen, reconnaissait qu'aujourd'hui en Europe, on est face à une dérive autoritaire. Moi, je dis pas après, dans un but sécuritaire, peut-être pour savoir si des gens se font barbouzer, pour voilà, pour pouvoir savoir où est-ce qu'ils étaient, qui est-ce qui a fait quoi, etc. Mais bon, c'est toujours pareil. Hein. Ce que je t'expliquais dans une vidéo. Toi, tu seras contrôlé, où tu vas, où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu fais, etc. Mais tous les gens, entre guillemets, qui n'auront pas cette carte d'identité numérique, donc je veux pas dire des migrants pour pas stigmatiser, mais voilà, tous les gens qui n'ont pas la carte d'identité nationale, eux seront pas tracés, entre guillemets. Donc eux, ils font ce qu'ils veulent et toi, tu seras tracé, tu vois. Bon, bref. Donc là, voilà. Si tu crois que ce que j'expliquais dans mes précédentes vidéos, c'est du pipeau, bah, tu vois, en fait, bon, il y a des gens, ils savent très bien que ce que je disais, c'était pas du pipeau, mais voilà. En fait, voilà, maintenant, tout ce que tu fais doit être, entre guillemets, cartographié, tu vois. On doit savoir où tu vas, quand tu vas, qui tu vas voir, pourquoi faire, blabla, tu vois. Bon, bref. Voilà. Donc, tu vois, ce qui est marrant, c'est que plein de fois, j'ai vu à la télé, ils critiquaient certains pays pour le système qu'ils avaient mis en place, donc, de ce qu'ils appellent genre de la surveillance généralisée sur les gens. Bah, tu vois, finalement, ils vont le mettre en France aussi, tu vois. Donc, avant, quand ils critiquaient, en fait, au lieu ils critiquaient, mais je pense qu'ils enviaient le système qui avait été mis en place ailleurs, tu vois, quand même.
Donc là, tu vois, je veux dire, tu seras au même régime que les pays dont on dit pas qu'ils sont des dictatures. Parce que je sais que dans une précédente vidéo, j'ai dit que des fois, ils disaient que certains pays, c'était des dictatures. Mais non, quand ils ont des relations commerciales ou des intérêts avec certains pays, ils disent pas que c'est une dictature. Ils disent que c'est un pays autoritaire. Tu vois, c'est plus politiquement correct quand tu dis un pays, enfin voilà, que le pouvoir en place est un pouvoir autoritaire et que c'est pas un pouvoir dictatorial, tu vois. Mais bon, ils en pensent pas moins quand ils disent ça. Hein. C'est ça l'idée aussi. Bref. Alors avec nous pour en parler, je reçois la politiste et juriste Eugénie Merriot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement chercheuse invitée à l'université d'Harvard. Vous êtes spécialiste de la Thaïlande et vous publiez en ce moment, là, c'est tout récent, un livre qui s'appelle La dictature, une antithèse de la démocratie, point d'interrogation. C'est dans la collection des idées reçues du Cavalier Bleu, où là vous allez au-delà de votre champ d'expertise initial pour traiter de la question des régimes. Alors dans ce livre, vous vous attaquez assez durement aux grilles de lecture culturalistes pour expliquer les différents régimes politiques qui existent. Vous attaquez notamment à la fameuse thèse du choc des civilisations de Huntington. En même temps, Huntington, c'est aussi un auteur qui a essayé de périodiser des vagues de démocratisation et de dédémocratisation ou d'autoritarisme. Est-ce que vous confirmez l'idée que depuis le début du XXIe siècle, on serait justement dans une vague d'autoritarisme ou de retour en arrière en termes démocratiques? Voilà, en fait, c'est le paradigme fondateur de la science politique comparée. C'est le paradigme de la transitologie qui se fonde sur la théorie de la modernisation. Transitologie, c'est transition de l'autoritarisme à la démocratie. Voilà, c'est la théorie de la modernisation qui, depuis Max Weber, et puis même depuis Hegel, en réalité, considère que les sociétés évoluent de l'Est vers l'Ouest. C'est Hegel qui disait ça, la société se meut, ou l'histoire se meut d'Est en Ouest, et qu'elle passe d'une société traditionnelle, archaïque, barbare, à une société moderne, libérale, démocratique et développée. Et donc c'est l'ensemble des chapitres de ce livre essaie de déconstruire ce paradigme qui s'est écroulé de lui-même du fait de la montée en puissance de la Chine. Ça fait depuis les années 90 que, selon la théorie de la modernisation, la théorie de la transitologie, la Chine devrait se démocratiser. Elle devrait transiter vers la démocratie sous l'effet de la modernisation, de l'élévation du niveau de vie de ses habitants, de l'éducation, de l'urbanisation, de l'expansion de la classe moyenne. La participation au libre-échange aussi. Voilà, exactement, pour en venir à votre question, de l'inclusion dans la mondialisation, de l'accession à l'Organisation mondiale du commerce. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. Ce qui se passe en Chine, et notamment depuis la dernière réforme constitutionnelle de l'année dernière, enfin 2018, c'est au contraire une consolidation autoritaire. Et donc, finalement, c'est vraiment par l'exemple de la Chine que ce paradigme-là, il s'écroule. Et en fait, par rapport à ce paradigme, on a toute une série de théories qui se sont greffées à cette théorie de la modernisation. Et chacun des chapitres y répond. Par exemple, on a la théorie de la paix démocratique. L'idée que si le monde se modernise, l'ensemble des sociétés va transiter vers la démocratie. Les démocraties ne se faisant pas la guerre entre elles, nous arriverons à la paix universelle. Ça, c'est le chapitre sur les relations internationales qui montre qu'en réalité, si les démocraties, en effet, ne se font pas la guerre entre elles, les régimes autoritaires se font également moins la guerre entre eux. Et donc, ce qui se passe, on a une guerre quand on a des démocraties et des régimes autoritaires qui sont en compétition. Donc, on peut imaginer que si on a une convergence autoritaire, on peut aussi avoir une paix autoritaire entre les régimes autoritaires qui ne se feraient pas la guerre entre eux.
On va peut-être revenir là-dessus, mais je voulais poursuivre justement sur la capacité des régimes autoritaires à finalement parce qu'on pourrait se poser la question, mais pourquoi ça marche autant? Pourquoi les théories dont on a parlé sont déjouées, quoi? Ça veut dire que quelque part les régimes autoritaires, au-delà de la répression, réussissent à se légitimer auprès de la population, à donner des biens publics ou des services ou des satisfactions à la population. Et donc s'il y avait un message à retenir du livre, ce serait peut-être aussi ça, en fait, que l'autoritarisme est beaucoup plus sophistiqué que ce qu'on croit. Vous prenez l'exemple de la justice, le fait que très souvent il y a des poches de justice indépendantes qui peuvent fonctionner pas si mal que ça, tout relève pas de l'arbitraire. Vous l'avez évoqué, vous avez évoqué les facteurs économiques, vous parlez beaucoup des contrats sociaux que les dirigeants passent avec les populations. Donc au fond, on a cette impression qu'il y a différents canaux ou différentes voies de légitimation, mais positive entre guillemets, j'allais dire. Bien sûr, vous avez les régimes autoritaires ont besoin, de la même manière que les démocraties, de légitimation et ils ont pour objectif de survivre et de se consolider. Et ça d'ailleurs c'est la logique de l'État, c'est la raison d'État. L'État cherche sa survie, c'est Michel Foucault et d'autres. On peut remonter à Machiavel. Mais dans tous les cas, les techniques sont d'une certaine manière les mêmes. Par exemple, l'élection. Les régimes autoritaires qui durent le plus longtemps, comme par exemple le régime mexicain avec le Parti révolutionnaire mexicain, s'est maintenu au pouvoir des décennies et des décennies car il organisait des élections. Mais en préparant le terrain des élections pour qu'elles lui soient favorables. C'est-à-dire qu'il y a toute une ingénierie électorale qui est faite en amont, qui peut d'ailleurs passer souvent, et qui passe souvent par le droit, beaucoup plus que par la répression, c'est-à-dire par la mise en œuvre d'un arsenal législatif très sophistiqué qui finalement met en place un terrain de jeu qui est biaisé et qui est tout le temps favorable à celui qui dirige, quoi. Exactement. Et donc ça, ce sont des techniques qui sont utilisées partout. On a aussi la technique du lawfare, ça, il faut expliquer ce que c'est. Dont aujourd'hui on entend beaucoup parler, c'est-à-dire... Mélenchon a repris ce terme-là en France. Ouais. Voilà, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire est instrumentalisé pour s'attaquer aux opposants. D'une manière, on parle de coups judiciaires, coups d'État judiciaires, qui sont beaucoup plus sophistiqués que des coups d'État militaires, et aussi parce qu'ils sont plus légitimes, puisqu'ils se fondent sur des normes démocratiques, et notamment la lutte contre la corruption, qui sont acceptées par tous. C'est pour terminer sur une note d'espoir, et justement pour faire bien comprendre au lecteur que l'objectif de cet ouvrage est d'inviter à un renouvellement de nos imaginaires politiques et que nuancer la différence entre autoritarisme, entre les régimes autoritaires et les démocraties libérales n'a pas pour objectif de relativiser, mais d'appeler à dépasser ou d'approfondir en tout cas la démocratie. Et donc c'est aussi une référence à la possibilité d'un avenir plus libéral, plus démocratique pour chacun d'entre nous. Et donc je conclurai avec cette phrase de Antonio Gramsci. Je ne parle pas italien, mais en français, optimisme de la volonté, pessimisme de l'intellect. Donc ici, il y a beaucoup de pessimisme de l'intellect. En effet, les démocraties, les régimes autoritaires sont des régimes qui doivent perpétuer l'État. Et donc, pour ce faire, elles obéissent à un certain nombre de logiques, notamment répressives. Mais cela ne nous empêche pas d'être optimistes et de penser à la suite. Oui, donc comme je te disais, pour le symbolisme et la numérologie, c'est pas une science exacte. Voilà, je t'ai mis des trucs, mais j'ai mis des illustrations, etc. Mais c'est pas une science exacte, tu vois. Je dis ça là pour les éventuels débunkers de complotistes qui viendraient me voir, qui viendraient dire que genre j'ai voulu faire le scientifique et que quelque part je voulais absolument faire corroborer des choses avec ce que je te dis. Pour établir la vérité, qui plus est une vérité scientifique,
il faut faire preuve de nuance. Ce qui ne peut pas forcément se faire en un nombre limité de caractères. Ce qui ne peut pas forcément se faire à travers une simple image mettant en comparaison. Parce qu'il avait une idée a priori de ce qu'il voulait trouver. Lui, il voulait prouver que ce lien existait réellement. C'était son but. Si la démarche scientifique a été bien tenue, la question aurait été, existe-t-il un lien? Si oui, comment le mettre en avant? Ce film marque un tournant parce que sous couvert de la liberté d'expression, on laisse quelqu'un qui a été désavoué, dont la fraude scientifique a été étalée au grand jour, continuer à répandre des mensonges pour son bénéfice personnel. C'est assez incroyable et c'est très américain. Mais non, c'est pas ça. Hein. Et voilà. De toute façon, les analyses que j'ai faites et voilà, les captures d'écran que je t'ai mis, voilà, avec ce que je pense être correct, on va dire, en termes d'analyse. Mais voilà, forcément, c'est pas voilà, c'est peut-être pas totalement exact, tu vois. Mais c'est pas totalement exact parce qu'évidemment, voilà, tu vois, c'est trop pour j'ai envie de te dire déchiffrer le code qui remonte à plusieurs milliers d'années. C'est trop, c'est à l'échelle d'un individu, c'est compliqué, tu vois. Mais bon, voilà. Hein. Je pense que je dois pas être très loin de la réalité, en fait, dans ce que j'ai fait comme démonstration dans les captures d'écran que j'ai mis. Voilà. Après, voilà, hein, c'est pas une méthode scientifique que j'ai appliquée, hein, c'est clair. Hein. Parce que, voilà, même la méthode scientifique, je pense que t'as vu suffisamment de documentaires pour t'apercevoir que la méthode scientifique, on peut pas dire que, voilà, elle soit à 100% fiable, hein, tu vois. Bref.